Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 mars 2023 et je continue mes petites déambulations à l'intérieur de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est l'idée un peu de le concept d'humanité, la montée du concept d'humanité dans l'humanité, justement, à l'intérieur de la conscience humaine. Comment nous sommes partis, nous étions des primates naturels, voilà, ça c'est ma théorie. Donc c'est en lien avec la théorie que je défends sur Internet, sur le site mécaniqueuniverselle.net, où je dis que nous étions des primates naturels, donc à l'origine soumis aux lois de la nature, avec une maîtrise de l'environnement, une maîtrise du questionnement, une maîtrise du comportement réduite à ce qui correspond à nos cousins singes. Donc on était avec cette base, on va dire, technologique, l'utilisation restreinte des outils, etc. Voilà, comme ce que savent le faire les chimpanzés, etc. Une organisation sociale autour d'un système dominant, avec des prétendants, etc., et une thésaurisation des privilèges, voilà, tout ce qu'on connaît chez nos cousins singes. On s'est délié de ces règles de la nature, de ces lois de la nature, pour créer, construire finalement l'humanité, une espèce indépendante, voilà, qui est l'espèce humaine, et qui construit, à partir de ces bases, de ces lois naturelles, les lois culturelles et la culture telle que nous la connaissons. Et nous avons commencé à développer la technique, etc., notre habileté, le langage, puis plus tard l'écriture, etc. Voilà, tout ce que nous avons imaginé, tout ce que nous avons construit pour arriver en l'an 2000, ce que nous appelons l'an 2000, l'an 2023 maintenant, pour avoir poussé la technologie jusqu'à aller se poser sur la Lune, à réfléchir à ce que c'est que la matière, comment s'est créé cet univers, pourquoi il y a un univers plutôt que rien, etc., à imaginer qu'il y a, et c'est ma conviction, et c'est ce que j'essaie de démontrer aussi, ça fait partie de ce travail-là, qu'il y a un principe créateur à l'origine de cette création, donc ce que les religions appellent Dieu ou Brahman, voilà, cette puissance créatrice existe, à mon sens, et donne le sens justement de la création. Et là, on est dans un moment où justement la société occidentale, la société moderne, la société contemporaine a dû plonger dans un matérialisme assez puissant pour continuer les progrès, mais en même temps nous a plongé dans une sorte d'absurde parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là. On peut imaginer que le monde s'est créé comme ça de façon absurde, voilà, ou sans sens, quoi, hein, que cet univers est là par hasard et nous, on n'a pas à chercher à savoir d'où nous venons, on a juste à jouir de l'existence, traverser, naître, jouir de cette existence, enfin essayer, quoi. Et puis mourir, et puis voilà, il n'y a pas de sens. Et ça plonge l'humanité dans l'absurde, donc dont on est en train de
de sortir. C'est le renouveau du spirituel et même des spirituels laïcs, on pourrait dire, est en train d'émerger. Et c'est clair qu'on ne peut pas vivre sur une planète en imaginant qu'il n'y a pas de sens. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Bon, bref. Selon ma théorie, donc, qui a été imaginée, que j'ai imaginée dans les années 2000, justement, il y a une vingtaine d'années, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, nous faisons évoluer des choses bien précises, nous évoluons dans un sens bien précis, sans le savoir, de façon intuitive. Donc, on développe un progrès technique, moral, social, etc., qui va dans un sens. Et si on continue dans ce sens-là, il n'y a aucune raison qu'on arrête ce sens d'évolution. On aboutit, dans quelques siècles, peut-être, dans le futur, on aboutit à l'ultime perfection. C'est-à-dire un monde finalisé, entièrement parfait, on pourrait dire, techniquement parfait, écologique, totalement écologique, socialement parfait, un monde unifié, c'est-à-dire la paix universelle, un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme. On va vers ça. On cherche à maîtriser progressivement le comportement. Les 3 grands chantiers que j'ai détectés sont la maîtrise progressive du comportement humain, la maîtrise progressive de l'environnement humain. Alors même si on l'a fait de façon intuitive, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas pris conscience du sens, du but que nous cherchons à atteindre, de la finalité que nous cherchons à atteindre, on construit de façon intuitive, inconsciente, et donc avec les moyens du bord, je vais dire. C'est-à-dire avec la violence, avec l'antagonisme aussi, bien sûr avec l'entraide, avec les échanges, avec la fraternité, etc. Mais globalement, on est plus en compétition entre internations, intercommunautés, interpuissances, par exemple, maintenant, entre les États-Unis, la Chine, la Russie, les BRICS, l'Europe, etc., l'Afrique et les pays émergents. On est plus en compétition et en chien de faïence. On évolue comme ça, ce qui est absurde à mon sens, sur cette planète posée perdue au milieu de l'univers. Ça signifie bien qu'on ne lève pas la tête. On avance avec les pulsions de nos origines primates, c'est-à-dire des prétendants qui harcèlent un dominant qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas partager le pouvoir, et jusqu'au moment où il se fait renverser, et puis les nouveaux prétendants deviennent tout-puissants, etc., et écartent l'ancien dominant jusqu'à ce qu'il finisse par, plus tard, se réconcilier avec lui. Enfin, bon, bref, le principe primate, quoi. Et nos dominants, les dominants actuels, les États-Unis, l'Europe, les dominants européens, les dominants américains, les dominants russes, les dominants chinois, les dominants des BRICS, sont motivés, non pas par une vision universelle, une vision qui s'est posée au-dessus de l'humanité, une vision qui vraiment spirituelle, on pourrait dire, qui a une visée beaucoup plus élargie. Ils sont dans un mode extrêmement primaire, primate, on va dire même, comme modèle. Et c'est aussi la raison pour laquelle il me semble important, maintenant, de prendre conscience de notre sens pour qu'on puisse, au lieu de travailler par antagonisme, avec ce modèle qu'on connaît, là, et qui nous revient en pleine poire 60 ans après la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire le modèle de la destruction et reconstruction. On est en train de reproduire toujours et c'est quelque chose que l'Occident a fait
constamment, en fait. On s'en rendait pas compte, mais sauf que les destructions étaient ailleurs. Hein. C'était voilà, le Yémen, l'Afghanistan, l'Irak, etc. La Libye, la Syrie, voilà, c'était là où ça se passait, où le système de destruction se passait là, à ce niveau-là. Et maintenant, là, on est en train de voir que c'est pas, c'est quelque chose qui nous est inhérent. C'est pas, voilà, c'est pas l'Occident est responsable de cet état d'esprit, les dominants occidentaux, parce que l'Occident, les peuples occidentaux n'ont pas du tout l'envie d'être dans ces états de guerre, de violence, de destruction, comprend tout à fait. C'est parce que ces dominants occidentaux passent par-dessus les peuples, donc sont totalement antidémocratiques, parce que là, ces guerres qui ont été décidées, elles n'ont pas été choisies par les peuples. Si on demandait aux peuples, voilà, en leur montrant bien les conséquences d'une guerre, voilà, on vous vend une guerre, par exemple la guerre d'Irak avec une petite fiole aux États-Unis, aux Nations Unies, en disant voilà, il y a ça. Si dans un monde qui est parfaitement bien éduqué, bien ouvert, comment on dit, bien informé, dans un monde bien informé, qui n'est pas manipulé, en disant voilà, on veut faire la guerre et ça va amener la destruction globalement, on pense que ça fera 500 000 morts parmi les enfants, les femmes, etc. Il va y avoir tous ces chaos, tant de destruction, etc. Mais on y va pour telle et telle raison, pour ça, pour les vraies raisons, ce sont celles-ci. Les peuples diraient non, stop, jamais de la vie, voilà. Donc c'est parce que le peuple est manipulé. Si on manipule le peuple, ça veut dire qu'on n'a rien compris au principe démocratique, qui veut que le peuple soit souverain et que les dominants soient là pour faire la politique du peuple, c'est-à-dire et comprennent l'état d'âme du peuple qui est par essence non moins violent, plutôt fraternel, etc., de mettre en application l'état d'âme, l'état d'esprit du peuple. Eh ben, si on était dans un système comme ça, on y va, on le rencontrera sur l'avenir. Mais aujourd'hui, ils nous vendent un système démocratique qui n'est absolument pas démocratique, puisqu'ils peuvent aller tuer ou faire tuer des êtres humains qui sont nos semblables, sans nous demander notre avis ou en nous manipulant pour pouvoir le pratiquer. Voilà. Donc, eh ben, donc j'ai découvert cet ouvrage. Je le lis en même temps que je le commente. Là, c'est ce que j'ai fait. Nous sommes à la 12e vidéo. Et donc je lis, je commente. Hein, et je le trouve extraordinaire. Alors, j'en profite pour vous demander que si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, là, ben vous pouvez, et si vous pensez qu'elle mérite d'être diffusée, vous pouvez mettre des pouces. Voilà, on n'y pense pas souvent. Mettre des pouces, ça aide la visibilité. Vous abonner et puis diffuser sans aucun problème le contenu. Voilà. Alors, j'en étais là. Humanité transcendante ou immanente. Donc, il étudie un petit peu la façon dont l'humanité, au cours des âges, a conçu le concept d'humanité, justement, d'évolution unifiée, d'aller vers quelque chose d'unifié, de chercher à atteindre, pour dépasser la guerre, dépasser la violence, dépasser, etc. Et donc,
dans les pages précédentes, c'était sur le 19e siècle, et Proudhon en fait partie, évidemment. Alors, Proudhon rejette toute transcendance, car elle suppose un système dans lequel la norme, donnée du dehors, tend à s'imposer comme un absolu. Telle est la loi de Dieu. Telle est la loi de l'État dont les maîtres sont toujours prêts à s'affubler des oripeaux de Dieu. Et là, il avait tout à fait raison. Ben, ça correspond à ce que ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que en plus, l'Occident s'est enrobé ces dominants occidentaux totalement irreligieux, hein, non spirituels, religieux mais non spirituels, qui n'ont aucune vision spirituelle. Et en plus, quand ils se disent chrétiens, ils n'ont aucune... ils n'ont pas la moindre accointance avec le Christ, avec les idées du Christ, avec la vision du Christ, quoi, par exemple. Donc il y a quelque chose qui est complètement... c'est une arnaque pure et simple, quoi. Hein. Et alors oui, il s'habille de religion pour dire, ben voilà, on va faire les nouvelles... des nouvelles guerres saintes, quoi, en somme, qui sont en fait des guerres pour le pétrole, pour les matières premières, c'est uniquement ça, hein, c'est juste pour préserver la domination, parce qu'ils sont encore dans le système primaire dominant-dominé, et ils ne peuvent pas sortir de cet état d'esprit. Le problème des dominants, c'est que ils n'ont pas la souplesse mentale pour dire bon, c'est bon, on est passé à un autre modèle, voilà, on a épuisé celui-là, il a été important dans l'évolution, le système dominant-dominé, mais maintenant, on voit que, puisqu'on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, on doit tendre vers cette universalité. Donc, c'est fini le système dominant, il faut qu'on en sorte lentement, mais qu'on prenne conscience qu'il faut sortir de cet état dominant-dominé. Voilà. Mais ça, ils n'ont pas la souplesse mentale. Les dominants, ils sont rigides, c'est ce qui fait leur force aussi. Hein. Voilà, ils lâchent pas prise, ils abandonnent pas comme ça, ils abandonnent pas leurs privilèges. Une fois qu'ils ont acquis des privilèges pour leur enlever, c'est pas par la conscience. On n'arrive pas à leur faire entendre raison par la conscience. Malheureusement, c'est affreux, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des révolutions, des révoltes, parce qu'on est face à des surdités et qui font partie de leur qualité, en fait. Les dominants, le fait qu'ils soient... qu'ils résistent comme ça contre vents et marées, un chef d'État, les bousculades qu'il reçoit constamment, le stress qu'il reçoit, il faut des caractères complètement bornés pour pouvoir supporter tout ça. Et évidemment, ils ont les défauts de leur qualité, en somme. Voilà. Mais là, en ce moment, c'est l'humanité tout entière qui commence à crier, à hurler, à dire, voilà, on ne veut plus de ça. L'Afrique le hurle, le crie, on ne veut plus de votre ancien modèle. Les jeunes qui sont derrière Greta Thunberg et compagnie leur hurlent, on ne veut plus de votre modèle économique, etc., etc. Donc là, forcément... il y a un moment où ça va pénétrer leur cerveau. Voilà. Telle est la loi de Dieu, telle est la loi de l'État dont les maîtres sont toujours prêts à s'affubler des oripeaux de Dieu. Même démocratique, l'État consacre l'aliénation des citoyens minoritaires ou de ceux qui souhaiteraient une révision que le gouvernement leur refuse pour prolonger le profit qu'ils tirent de la loi. Exactement. Bon, voilà. Ce que je dis, le dit de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus... parce que c'était un universitaire et un génie, quoi, hein, de l'écriture. Monsieur Dupuis.
Mais ça revient au même, quoi. Hein, voilà. Ce régime assure la primauté du législatif, paré par Jean-Jacques Rousseau et ses disciples jacobins de la présomption irréfragable d'infaillibilité. Voilà, comme s'ils étaient, et c'est clair qu'ils ont ce sentiment d'être infaillibles, d'être plus intelligent que tout le monde, que le peuple doit être guidé, gouverné. Donc c'est un principe tout à fait aristocratique, ce n'est pas un principe démocratique. Le principe démocratique, c'est pas des narcissiques qui seraient au pouvoir, ça serait des humbles, des hommes politiques qui auraient la conscience profondément inclus dans leur état d'esprit que le peuple, c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour lui. Voilà. Dans un système d'immanence, les hommes ne reconnaissent d'autres normes que celles qu'ils se sont données par de libres accords. Aucune analogie avec le contrat social qu'ils auraient conclu autour d'un tabellion de clairières à l'aube des temps historiques. Argutie de juriste selon Proudhon. La transcendance procède par la loi, l'immanence par le contrat. L'une joue verticalement par subordination des sujets, l'autre établit un rapport latéral par concertation. La différence entre ces deux modes de production n'est pas de détail. Elle repose sur des fondements opposés. Le pouvoir législatif dans la transcendance, la conscience dans l'immanence. Il en résulte que la norme contractuelle ne la lie qu'autant que cette conscience croit pouvoir l'admettre. Soumise à révision sur demande de l'une des parties, elle se caractérise par sa flexibilité, car le risque pour l'immanence est que la norme se fige. Sa pérennisation la rendrait transcendante. Une institution, une partie y trouverait un instrument d'oppression. Dans une structure de transcendance, la loi commande aux consciences selon la formule de Saint-Just. Dans un univers d'immanence, ce sont les consciences qui énoncent la loi, une loi conjoncturelle. Ouverture sur des négociations échelonnées, reprises au fur et à mesure des besoins d'adaptation exprimés par les uns ou les autres. On aperçoit les deux images discordantes de l'humanité future chez ceux qui l'ont évoquée au siècle dernier. L'exigence d'une primauté de l'ensemble sur le particulier se retrouve au cœur de la démocratie internationale. Voilà, et si c'était le cas, on ne serait pas guidé par cette oligarchie. Le monde, l'humanité actuelle ne serait pas dirigée par une sorte d'oligarchie qui est la primauté du particulier sur l'ensemble humain. On sait maintenant tout à fait, on sait dire que sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, 4 ou 5 milliards vivent dans une pauvreté, dans un dénuement, traversent l'existence dans une sorte d'esclavage, ne voient pas la vie, ne peuvent même pas profiter de l'existence, que ce soit dans le monde pauvre occidental, en Inde, en Afrique, ailleurs. Voilà, on sait qu'on est devant ça et que un petit pourcentage possède 80% de toutes les richesses du monde. Bon, on sait tout ça, donc ça veut dire que c'est le particulier qui a la primauté sur l'ensemble, tout simplement. Parce que si ce n'était pas le cas, cet argent, on le laisserait, on accepterait que les compétiteurs, puisqu'ils aiment la compétition, soient en compétition. On accepte que les Bill Gates, voilà, les Elon Musk, que ces milliardaires soient dans une compétition, mais on leur dirait, écoutez, voilà, il ne faut pas que ça soit une compétition au détriment des êtres humains. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites des compétitions
au lieu qu'elle soit féroce et que vous tirez de tous les côtés pour aller vers l'esclavage, en fait, pour faciliter l'esclavage que vous cherchez à avoir inconsciemment, parce qu'en fait, c'est ce que vous recherchez quand vous instituez plutôt une compétition féroce plutôt qu'une compétition ludique. C'est parce que vous voulez, au fond, que ça produise un esclavage, que vous ayez des êtres humains corvéables qui ne puissent plus bouger parce qu'ils ont juste de quoi manger chez vous, grâce à vous. Voilà, ils sont coincés dans l'esclavage que vous leur faites. Alors, ok, on est d'accord que vous êtes des compétiteurs naturels, que vous êtes comme ça, mais il faut qu'elle soit ludique et au service des peuples avant votre service à vous. Voilà. Et que l'argent que vous gagnez, que ça soit comme un trophée qui revienne au peuple et que vous ayez la gloire d'avoir eu symboliquement 300 milliards en banque, sauf qu'il ne vous en reste pas, où il vous reste juste ce qu'il faut pour vivre, et le reste va pour l'évolution de l'humanité, pour permettre à chaque être humain d'avoir un toit, de quoi manger, de quoi s'éduquer, de quoi éduquer ses enfants, etc. Voilà, un salaire universel, tout ce qu'on sait faire pour l'humanité. Donc, dans sa déclaration du droit des gens, l'abbé Grégoire affirmait en 1792, j'en ai entendu parler de cet abbé Grégoire, je pense qu'il est vraiment à lire, l'intérêt particulier d'un peuple est subordonné à l'intérêt général de la famille humaine. La famille humaine, donc de l'humanité. L'intérêt particulier d'un peuple est subordonné, doit passer en dessous de l'intérêt général de l'humanité. Et c'est ce qui va se passer, quoi qu'il arrive. Là, on retient encore un petit peu, on stimule d'ailleurs le nationalisme, les hommes d'État, les politiques de tous bords stimulent plus ou moins le nationalisme, voilà, sont dans cette vision. Alors que, bon, le nationalisme est important, il est là, on appartient à une nation, on se sent protégé par elle, etc. Il y a des choses importantes dans le nationalisme, mais il devrait aussi être ludique. On devrait enseigner d'abord à l'être humain qu'il appartient à cette humanité, pour qu'il devienne fraternel, pour qu'on puisse... C'est ce qui se passe, plus ou moins. Les médias commencent à vraiment amener ces idées-là, et puis l'éducation, voilà, on a cette vision, la toile, Internet, tout ça, c'est en train de faire monter cette idée dans l'humanité. Mais on prône encore des nationalismes radicaux, violents, méprisants d'autrui, agressifs, racistes, etc., etc. Voilà, on est encore dans ce modèle-là parce que les médias, parce que les puissants n'ont pas décidé que ça les arrange, en fait, de continuer dans cette voie-là. Alors, où en sommes-nous ? Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Allez, à bientôt. Merci à vous.